I did fall into it. I fell into it without even realizing it existed as a field. I didn't know there were so-called doomers as well. So I didn't know anything about that field. For me, I was paying attention to the news, what was going on in the world with the world's climate and impacts, and also the latest climate science. I was seeing things that when I had studied climatology in my geography degree in the early 90s, that I didn't think I would ever see in my lifetime. Things like the rate of permafrost melting in Siberia. And so I was bothered. I was bothered since about 2013, 2014, that maybe my whole approach to my work, sustainable development, was becoming redundant. The idea that we can change this system, we can use markets to create change. I was confused and worried about it. So I took time out to actually look at the climate science for myself. And that was in late 2017, early 2018. And then I ended up concluding that it is too late to stop dangerous climate change, which will disrupt our societies. And so therefore my take on that, my view on that, is that it's now unavoidable. We are going to experience a collapse of industrial consumer society. It's unavoidable. And that was heavy for me. It challenged my whole career, my identity, my story of being a good guy, doing good things in the world. So yeah, it was a bit of a shock. And I didn't trust myself not to go back into denial. So I decided I had to publish this view, as much for myself, to hold myself to account, perhaps to burn some bridges so I couldn't go back. Then I discovered that there was such a thing as collapsology, because it became it went viral. It's been around 1 million downloads of the paper now. Ce qui est remarquable avec le parcours de Jem, c'est qu'il est ancré dans le monde académique, à l'université. Et moi, je viens aussi du monde universitaire, et j'ai découvert toutes les catastrophes et les possibles risques systémiques par les publications scientifiques. Et on est parti de la science pour construire en parallèle, tous les deux, chacun sans avoir eu vent de l'autre, construire une pensée cohérente qui provoque des déclics, qui provoque le fait qu'à un moment on tombe dedans et c'est difficile d'en sortir. Et ça provoque aussi ça chez les gens. Donc moi, je me reconnais dans le parcours de Jem, à la différence que c'était en 2009-2008, j'ai eu mon déclic, grâce à Rob Hopkins en particulier. Et après, il y a eu la lecture des rapports Meadows, Denis Meadows, le co-auteur du rapport que j'ai interviewé en 2011. Et ça m'a fait basculer dedans, et je suis tombé dans une phase boulimique de publications et de livres. Donc on a compilé des milliers d'articles, je crois 3 ou 4 000 articles, et des centaines de livres, jusqu'à faire paraître en 2015 notre livre « Comment tout peut s'effondrer ». Puis en 2018, « Une autre fin du monde est possible ». 2018, qui est l'année où il y a vraiment eu un déclic, c'est-à-dire c'est l'année où il y a eu Extinction Rebellion, il y a eu les Gilets jaunes en France, mais en France, il y a eu autre chose. Il y a eu la démission du ministre Nicolas Hulot, qui a provoqué une sorte d'électrochoc en France, où les gens se sont dit, non mais même si le super ministre n'arrive pas à faire quelque chose, on est foutu, il y a quelque chose de... Voilà. Et au même temps, notre livre sortait, et il y avait une grande canicule, et il y avait un rapport du GIEC. En fait, depuis l'été 2018, c'est-à-dire en parallèle de la publication de Jem Bendell sur l'adaptation radicale en Angleterre, c'était une sorte de déclic mondial, en fait. Et il y a eu aussi la sortie de Greta Thunberg, démarche climat, et bref, depuis 2018, ça ne diminue pas, c'est pas un soufflet qui retombe, c'est juste un état permanent
Et en plus, il y a eu la pandémie depuis. Donc voilà, on a deux mouvements parallèles. Enfin, tout ça pour dire que la collapsologie, c'est quelque chose de très français. Mais les autres pays qui n'ont pas le mot ont aussi cette forme de pensée. C'est très répandu dans le monde. Voilà, c'est pas quelque chose qui est propre à la France. Et ce qui est remarquable, c'est de constater ça dans les écrits de Jem Bendell et dans tout ce mouvement qu'il a créé. It went viral through people recommending it to each other. I think the only real sort of mainstream writing about my paper and the concept of deep adaptation or Adaptation Radicale, that only came in January in 2019 with an article in Vice. But already it was being downloaded over a few 100,000 times, I think, and that was from people sending it to each other. So that told me that there was an appetite for something that was trying to connect the dots and give an assessment of where we were at with what was happening in the environment and with climate change, and also an insight into why we weren't hearing catastrophic predictions from the environmental profession or movement or from climate scientists. And I look a bit at that in the paper as well, like why there's no incentives for people in environmental groups to actually admit failure, and that we need to start preparing for troubles ahead. So yeah, it was weird because I was hearing from people of all walks of life from all around the world. Could be people who were in the European Commission or in the UN, or people who had nothing to do with the environment ever before. Psychologists, all sorts. Like a psychologist writing to me saying that eco-distress is something that he's seeing a lot more and is experiencing himself. So I don't think I saw any one profession or any one sector or any one type of person respond. It was amazing to see so many different people from different walks of life, from different parts of the world. My own profession, as in the corporate sustainability field and the sustainable development policy field, some people who have followed my work over the years, some of them did resonate with the arguments and have also changed and become much more radical in their work as a result. So some people who worked in mainstream environmental NGOs have embraced this. They talked about it, for example, at Friends of the Earth, and it did encourage some changes in their thinking and strategy and such like. So some people in my field responded positively. I didn't try to bring it to a political audience. I haven't yet tried to bring this framing and message to a political audience. I have instead considered that it's really difficult for politicians to talk like this, and therefore I'm more interested in helping people who are already having this anticipation of collapse, whether they think it's possible, probable, or already happening, or inevitable, to provide them a way of connecting with each other and supporting each other and working out what to do. Because I don't see politicians being able to lead on this at the moment. So yeah, I didn't bring it into my political networks. I haven't yet, anyway. Lots of interest within academia from different, particularly from human security studies. Some from geography, some from future studies, not from management studies, not yet anyway. Yeah. So, but now, as it's become famous, like it's still a bit of a niche, it's still quite taboo in the mainstream, but still it's like micro famous, should we say, in a certain field of people. We're getting a bit of backlash. So some climatologists, some environmentalists think that talking about
preparing for a collapse is defeatist or fatalist or alarmist or doomist, and either counterproductive or problematic for mental health, or both. And I find they make such claims without evidence. In my experience, it's been quite enlivening for people. It's obviously a traumatic, difficult perspective to have on all of our futures, very much so, and it should be. But then many people then drop a lot of things that they thought were important in their lives, and they look for what is most important. With that, now I'm feeling like this society is going to collapse. Then what do I most believe in? What do I most want to live for, stand for, contribute to? So I'm seeing quite amazing changes in people, courage and commitment to connection and engagement and learning, trying to make meaning from this predicament. So yeah, I have a different experience from what the critics are warning of. Je suis tout à fait d'accord avec Jem sur le fait que les gens changent rapidement. En quelques mois, en quelques années, beaucoup de personnalités publiques, de professeurs d'université, de militants dans la rue et de gens, n'importe qui en fait, ont basculé vers une pensée plus radicale, plus catastrophiste. Et là, je voulais souligner qu'il y avait un malentendu. Le malentendu, c'est que le catastrophisme mène à la démobilisation. Et ça, en fait, c'est assez faux, en fait. Nous, on l'a ressenti, on a eu une intuition au début que ça nous a, la collapsologie nous a mené à plus d'action, à nous engager dans le monde. Et en fait, le public, on a fait des centaines de conférences, on voyait notre public de plus en plus motivé à en découdre. On l'a vu aussi avec XR, avec Extinction Rebellion. Le slogan, c'est l'espoir meurt, l'action commence. Il y a des études. Alors, je crois que Jem a fait des études sur le fait que cette conversion, entre guillemets, du regard mène à plus d'action et pas forcément à du pessimisme ou à de la démobilisation. Il y a une étude en France qui a été faite par l'OBVECO, l'Observatoire du vécu du collapse. D'ailleurs, c'est ce livre-là. N'ayez pas peur du collapse. Donc, un économiste et un psychologue, ils ont montré que parmi les personnes qui croient à l'horizon d'effondrement, on appelle ça les collapsonautes, un quart seulement sont démobilisés. Donc, un quart ne croit pas, même moins d'un quart en fait, ne croit pas à l'action collective et à l'action individuelle. Mais en fait, tous les autres, les trois quarts, sont impliqués, ils croient à l'action individuelle ou collective et sont impliqués dans un changement de vie, dans une forme d'engagement politique. Et en fait, c'est très mobilisateur. C'est ça que les gens n'arrivent pas aussi à saisir. Voilà, ça c'est pour la première chose. Et la deuxième, je voulais dire, c'est aussi beaucoup de points communs avec ce que dit Jem. C'est pour ça que j'ai été ravi, vraiment très content de pouvoir traduire les écrits de Jem en français, parce qu'on a les mêmes critiques. Nous, depuis 2015, on nous critique pour défaitisme et pseudosciences. C'est globalement les principales critiques sérieuses. Après, il y a beaucoup de critiques pas sérieuses et des procès d'intention et des malentendus, etc. Mais Jem a fait vraiment un grand travail scientifique. Donc ça, on le montrait aussi. Enfin, c'est facile à montrer. Donc, c'est pas de la pseudoscience. Et nous aussi, on s'est basé sur la science et on a fait avec la collapsologie une proposition de discipline scientifique que peuvent reprendre les chercheurs. Et ça deviendra une discipline si les chercheurs en poste, si les universités reprennent ou créent des chaires de collapsologie. Sur le côté défaitisme, alors là, il y a un malentendu. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens sont attirés, passent à l'action.
Mais je pense que c'est les gens qui sont toujours dans un horizon de croissance infinie. En fait, c'est les gens qui n'ont pas passé ce déclic, qui ne croient pas à ces risques systémiques, pensent que les autres aussi stagnent là-dedans. Alors, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a une phase effectivement de sidération, peut-être de dépression, de colère, de tristesse. Ces mauvaises nouvelles provoquent des affects immenses qu'il faut pouvoir traiter, qu'il faut pouvoir, pas traiter, mais laisser couler, se laisser traverser par ça et pouvoir partager. Et c'est ça la grande force du mouvement Deep Adaptation, du mouvement Adaptation Radicale, c'est qu'en plus du côté scientifique et intellectuel, ils ont directement formé des groupes d'écoute, des groupes concrets, ils sont passés à l'action. Et il y a des gens qui se rencontrent et qui peuvent échanger, s'écouter et s'organiser déjà. C'est ça qui manquait à la collapsologie, en fait. Et donc, si on veut, pour résumer, la collapsologie a été de manière séquentielle. En 2015, on était dans la tête, comment tout peut s'effondrer, le logos, collapsologie, comprendre. 2018, c'est dans les affects, dans le cœur, ce qu'on a appelé la collapsosophie, la sagesse pour arriver à vivre ces catastrophes, ces tempêtes, ce siècle à venir. Et là, on est dans un chantier de collapso-praxis, la pratique, l'organisation politique, etc. Et ce qui est remarquable avec Adaptation Radicale, c'est qu'ils ont commencé en 2018 et ils ont tout fait en même temps. Ils ont tout fait d'un coup. Ils ont fait à la fois la tête, le cœur et les mains, ce qui rend ce mouvement si explosif en fait et si puissant. It's interesting to hear the parallels. Because I mentioned earlier that I had all these people from around the world getting in touch, asking me what to do, and I obviously didn't have the answers. I was as new as they were to the idea that this society is going to collapse. So I just decided to try and put them all in touch with each other. And we launched a forum, which now has over 100 volunteers, 5 staff, engages over 15,000 people on different platforms. And yeah, there are research groups, psychology groups, therapy groups, all sorts of groups of people coalescing on different topics under this broad umbrella of wanting to embody and enable loving responses to this situation, you know, kind, wise, creative responses to this situation. And so it's just been amazing to see that, just to see that people go through almost like a positive disintegration of their old self to become this new version of themselves, bravely entering this new era and this new paradigm. So I'm humbled and inspired by them, and it's amazing. And yeah, I get the feeling now that, so it's not going away. I mean, at the moment, a small part of the world that has this anticipation of collapse is using the terminology of deep adaptation or Adaptation Radicale. And another small part of the world that has this is using the terminology collapsology. But it's bigger than either of those. It's just people, as they wake up to our situation and let it transform themselves, some people will choose to stay present and loving in this situation. I hope we can help that and help that in ourselves, because obviously there are other ways of responding to such a situation. A feeling of confusion and vulnerability can obviously lead people to respond in more reactionary ways, and also people can be manipulated in that situation as well to go for simplistic stories of safety or blame, which just won't help, which is one of the reasons why I wanted to stay engaged, to try and promote kinder, wiser, creative responses than your sort of stereotypical prepper who grabs a gun and says, "Where do I run?" You know, I wanted to encourage. Well, I knew there's another way of responding. I was seeing it, and I wanted to encourage that and be part of that movement. C'est la sagesse de Jem, c'est sa connaissance scientifique, mais directement
le fait de ne pas vouloir aller dans les clichés survivalistes et d'acquérir, avec empathie, avec bienveillance, d'aller voir le côté psychologique, le côté sombre, la vulnérabilité, etc. Et ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on a essayé de faire dans justement la collapsosophie, le livre de 2018. Et en fait, naturellement, ce qui a fait beaucoup de bien en France, je pense, c'est qu'après avoir sorti le livre en 2015, très dur, des constats, comment tout peut s'effondrer, 2 ans après, il y a eu, comme tu dis, le livre sur l'entraide. Et le livre sur l'entraide, les gens se sont dit « Waouh, c'est quelque chose de positif. Tiens, mais en fait, c'est pas des gens complètement pessimistes. » Et c'est vrai que l'entraide, c'est comment dire, c'est le réflexe le plus naturel, le plus évident. Une fois qu'on est dans une situation sans issue, atroce, catastrophique, dans une situation de vie ou de mort, c'est la seule issue, c'est l'entraide. Il n'y a pas d'autre issue. Et donc, ça a fait du bien, et c'est ça qui a permis, je pense, en France, a posteriori, hein, mais on ne l'a pas fait exprès, de déverrouiller, de décomplexer la question des catastrophes. Et voilà. Alors, et nous, on tarde effectivement à écrire sur la praxis, c'est-à-dire l'organisation politique. Et ça a été une critique qu'on a beaucoup eue pendant ces derniers mois, ces dernières années. C'est, oui, d'accord, vous dites c'est la catastrophe, mais comment on s'organise? Votre discours est dépolitisé, etc., etc. Mais on n'avait pas écrit là-dessus. Donc, le décalage éditorial a fait qu'il y a eu un peu d'incompréhension qu'eux n'ont pas eu en Angleterre, parce que Adaptation Radicale est née directement avec la tête, le cœur et les mains, directement en parallèle avec Extinction Rebellion, directement dans la pratique aussi. Voilà, c'est sur les petites différences. En fait, c'est un mouvement plus jeune qui est allé plus vite, mais plus complet. Et nous, on a pris plus de temps. On est plus dans la théorie. Voilà, c'est peut-être une différence culturelle intéressante, que les Anglais sont très pragmatiques. Il y avait eu ça avec Rob Hopkins, avec le mouvement des villes en transition. C'est directement, on se retrousse les manches et on va faire un potager, on va interpeller ses élus, etc. Et nous, en France, peut-être qu'on passe trop de temps dans les grands débats théoriques, philosophiques, voire clivants, ce qui est très, très français, quoi. In France, we love great debates, theoretical debates, philosophical debates. And I feel that in the English world, it's more practical. I was surprised when I about 2 months after Deep Adaptation paper came out. So it came out at the end of July 2018. A couple of months later, I met a couple of people who had been involved in the transition towns movement, including Naresh, who was the co-founder of the very earliest one down in Totnes in the west of England. And he was talking about being inspired, and many of his friends and colleagues being inspired from the Deep Adaptation paper to decide to start taking non-violent direct action with the idea that then if enough people got arrested, this would force the government to change and declare a climate emergency. And I remember when I first heard that in a pub in Totnes, I thought that would be never what I would have thought of, like where you get to of reading my paper. But it was definitely a very important way that a lot of people have been responding, which is to say, well, reformism is dead. The story that we can transform capitalism in time, surely now, looking that we tried that for 30 years, that story's dead or dying. So I really want to do something and try and reduce harm. So at the moment, Extinction Rebellion, which is the group that they all then engaged with, it is not very clear on adaptation. It's not calling for government policies to help communities become more resilient or adapt. But definitely at the local level, the individuals involved
see it as a natural complement to working together, creating stronger bonds in their community, and deciding how they can help each other with mutual aid, local production of food and other services. And some of those networks have actually really helped people during the pandemic lockdown as well. So we've seen mutual aid everywhere, but also involving some of those networks that XR helped create. So I would be interested in, and I've said this in a number of occasions, in future for Extinction Rebellion to be clearer about how do we begin to adapt and what should be the role of government, local government and intergovernmental agencies to help people adapt. So I hope that's coming. But yeah, it's certainly been one way that people have responded to the anticipation of collapse. And there are many other ways as well. I mean, there's just so many different ways. You know, some people have decided that they want to learn more about meditation and bring this to young people. And some people are hosting online death cafes to help people express their relationship to death and mortality and grieving as a way of sort of just processing that and finding some sense of peace and stability as they look at the tragedy around us and the tragedy to come. So people are responding in all kinds of different ways. And there'll be more stuff to come as well. Nous, depuis 2015, grâce à notre livre « Comment tout peut s'effondrer », on a pu aller au contact de toutes les strates de la société. On est de tous les secteurs d'activité, de toutes les classes sociales. On est allé voir des universités, des associations, des militants, des partis politiques, des syndicats, des militaires aussi, de plein de groupes, enfin voilà, plein de groupes, des religieux. Il y a beaucoup de religions qui nous ont contactés et c'est très important. Voilà, donc c'est une question, la question des effondrements ou des risques systémiques ou de l'effondrement au singulier, c'est quelque chose qui touche tout le monde et toutes les strates. Ça, c'était déjà pour nous un résultat majeur. Après, et ça se politise différemment suivant les strates de la société. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait. Et en fait, ce que je remarque, c'est qu'en Angleterre, il y a une différence avec la France, je pense. Il faudra étudier ça, c'est une hypothèse, mais je vois en Angleterre le concept de community, on l'a pas en France. C'est un peu mal vu, la communauté, ça fait communautariste. C'est pas un mode de comment dire, d'organisation qui est dans nos mentalités. Nous, en France, on est un pays très centralisé, très hiérarchique, pyramidal, très jacobin. C'est l'État. Et ça commence des petites organisations autour du maire, de la commune, de la municipalité, voilà, mais grâce aussi à l'exemple des villes en transition qui vient d'Angleterre. Et je vois que l'Angleterre, les Anglais, sont beaucoup plus dans les échelons inférieurs, dans l'auto-organisation. En tout cas, ils ont l'habitude de ne pas tout reporter sur l'État et de ne pas faire confiance à l'État. Donc, c'est peut-être une tradition voilà, libérale anglaise. Voilà, mais en tout cas, ça arme mieux, je trouve, entre guillemets, arme. Ça prépare mieux localement et au passage à l'action. Parce qu'en France, on a plus tendance à être dans l'impuissance, sentiment d'impuissance, parce qu'on attend trop de l'État et des instances qui sont loin de nous. Et voilà, ça nous manque vraiment en France. D'où l'intérêt aussi de parfois importer des pensées d'Angleterre et de commencer à s'auto-organiser, parce que comme l'a dit Jem très justement, les gens qui ont commencé à se préparer avant la pandémie ont été beaucoup plus résilients pendant la pandémie. Ça a été une belle leçon aussi. It was basically, I felt that people were not talking about their secret anticipation of collapse because they didn't know how to talk about it. And therefore they thought if they did, they would feel lost, they would feel despair, they would upset their friends and colleagues, and it would be completely useless to do it.
And so I wanted to offer a framework, like how do we go about having conversations based on an anticipation of collapse? So I thought, well, obviously no one has simple answers here. So yeah, it's a framework of inquiry, a framework of questions. And so I just came up with 4 questions. And this is deliberately a non-progressivist framing. So it's not about what do we need to invent to go forward. It's actually the opposite of that. So I said, well, what is it that we've lost that we could bring back? What is it that we've got that we really most want to keep, things that we really believe in about ourselves and each other? What is it that we should really let go of? And if we don't, we'll just make matters worse. And recognizing that humanity is not really in control now, if it ever was, and we don't know quite how bad it's going to be and become, what can we, or who can we make peace with? And I called those the 4 R's. So yeah, resilience, restoration, relinquishment, and reconciliation. And it seems to be a useful framework for people in groups, in organizations, or in community groups to explore what an anticipation of collapse could mean for them, both in their own lives, in their work, and in their community, and in their organization. And I've been using it on retreats as well for that purpose. Moi, je voulais présenter le livre en 2 minutes avant la fin. Vas-y. Et donc, on a la chance que Les liens qui libèrent est publié. Donc, ce livre, c'est d'abord l'article fondateur de Jem, l'article qui a été téléchargé maintenant 1 million de fois, qui est une sorte de synthèse scientifique et sur le climat et des conséquences que ça a sur nos vies, et la proposition d'entamer non pas une adaptation tranquille, mais une adaptation radicale, une Deep Adaptation. Cet article a été refusé par une revue scientifique sur le développement durable, et ça a provoqué, en même temps que Extinction Rebellion dans la rue, ça a provoqué le boom de Deep Adaptation. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Jem a eu des critiques et il a répondu aux critiques. Il a répondu très bien, très rapidement, ce que nous, on n'a pas fait en fait. Et c'est pour ça que je trouve ce bouquin intéressant, parce qu'après l'article, on a mis une succession d'articles de blog de Jem qui me paraissaient intéressants, qui enrichissaient l'article de départ. C'est pour ça qu'ensemble, cet ensemble d'articles forme un corpus théorique assez sympa, homogène. Et puis, il y a aussi des critiques. Là, on l'entend, on le lit plutôt, on lit ses réponses aux critiques, ce qui enrichit le débat ici en France et ce qui apporte vraiment quelque chose. Et je voulais signaler que, comme je co-dirige le magazine Yggdrasil, donc un trimestriel papier sur l'effondrement et sur le renouveau, sur le seul magazine sur la fin du monde, en 140 pages. Et on a fait un dossier spécial sur l'adaptation radicale. On présente le livre et où il y a une interview aussi de notre cher ami Jem Bendell. Donc, c'est en ce moment en kiosque et dans les librairies ou sur le site Yggdrasil. Voilà pour la présentation. Et je voulais remercier Jem. Bravo Jem et merci. Given that we've talked about helping activism, the proceeds of this book are going to Exile France and Deep Adaptation Forum, I believe. Thank you, Pablo, for the idea, and everyone at, I don't know how to say it. I guess it's like the bonds or the ties that free us.